Bonjour, ici Jenny. Bonjour, ici Claire. Bienvenue dans l'univers Franzine, un podcast qui sillonne la Suisse. Vous écoutez des témoignages retraçant des parcours aussi bien personnels que professionnels afin de mieux comprendre le quotidien en Suisse. Notre engagement, proposer des partages enthousiasmants et inspirants et devenir votre média de proximité. À vos écoutes pour l'épisode de la semaine. Bonjour, ici Claire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Cécile Bastien-Rémy. Bonjour Cécile, je suis hyper contente d'avoir cet échange avec toi. Je pense qu'on a plein de sujets à aborder ensemble. Merci de me recevoir et puis merci de m'inviter à ce podcast. Alors Cécile, je vais commencer un petit peu par te présenter. Tu es une grande professionnelle de la communication et du leadership. Tu es notamment conférencière TEDx, coach. Après avoir travaillé pendant 15 ans à Londres, à Paris et à Genève, tu as lancé ta structure ici à Zurich en 2016 autour de la prise de parole en public. Et puis tu es aussi co-auteur de plusieurs publications, notamment un guide pour les expatriés. Tu es aussi une femme très engagée dans le milieu associatif, puisque tu es au board de l'association Féminin Pluriel de Zurich. Bref, tu as plus d'une corde à ton arc. Mais surtout, ce qui te caractérise, et je dois dire, c'est vraiment la première sensation que j'ai eue lorsque je t'ai rencontrée, c'est ton incroyable énergie, ta manière de voir toujours les choses de manière positive, et je dois dire, ça fait vraiment du bien. Alors, chère Cécile, où puisses-tu toute cette énergie ? Alors, déjà, merci pour cette introduction, Claire. J'ai presque rougi, tu vois, en entendant tes mots. Merci beaucoup. Alors, l'énergie, c'est vraiment quelque chose qui me définit, mais vraiment profondément. Si je reviens un petit peu en arrière, quand j'étais enfant, j'étais incapable d'être assise quelque part. J'ai toujours été en mouvance. La seule manière avec laquelle je pouvais suivre une scolarité chaotique, mais à peu près correcte, juste le 10 sur 20, tu sais, l'élève doué mais peut mieux faire. Et en fait, je passais plus de 10 heures de ma semaine à danser. Et quand je dansais pas pour prendre des cours, je créais des chorégraphies dans ma chambre. Donc j'avais besoin d'une grande chambre parce que je suis grande aussi, donc il me faut de la place. Donc non, j'ai toujours été en mouvement. Une famille aussi qui appréciait énormément. C'était les grandes marches en montagne, enfant. Comme je suis la plus jeune. Moi, j'ai un papa qui est assez, qui aime bien, qui a un peu d'ambition, en tout cas, non seulement professionnelle, mais voilà aussi physique. Et quand on était en vacances dans les Pyrénées, ça c'est notre fief, les Hautes-Pyrénées. Tout le monde était beaucoup plus grand que moi et moi j'avais mes petites jambes à l'époque et j'avais pas le choix mais de suivre. Donc ça m'a permis de développer une certaine résilience physique. Et puis, tout simplement, le fait de bouger, c'est tout simplement la vie, quoi. On n'est pas fait pour être assis quelque part. On est des animaux avant tout, quoi. Donc, le mouvement, ça fait partie de moi. L'activité aussi, l'activité physique, ça fait aussi partie de mon équilibre mental. Voilà, donc je ne sais pas si on va revenir là-dessus à un certain moment, mais c'est absolument identique. Et puis, on reviendra, il y a eu un moment de ma vie à 21 ans où... je me suis aperçue qu'on ne peut plus se permettre de perdre de temps. Il y a quelque chose qui s'appelle la vie. C'est précieux. Chacun de nous, on est un peu un miracle. Donc, on ne va pas se mettre dans un canapé et puis prendre la poussière, quoi. Il faut y aller. Tout peut s'arrêter à tout moment. Donc, tant qu'on a le cœur qui bat, on y va, on avance. Je crois que ça vient de là, l'énergie. Et c'est là, en fait, puisque tu fais référence à ton histoire personnelle et justement à cette date de tes 21 ans. Alors, si tu veux bien, peut-être, effectivement, nous confier ce que tu as vécu, puisque c'est aussi ce qui a conditionné le reste de ton parcours, j'imagine, personnel et professionnel. Alors, en fait, effectivement, à l'âge de 21 ans, donc il y a beaucoup de gens qui célèbrent leurs anniversaires avec beaucoup de joie. C'est parfois la fin des études. Moi, c'était un petit peu plus compliqué. J'ai eu un accident de voiture qui m'a laissé finalement déjà dévisager parce que j'ai eu 11 fractures au visage. J'ai eu 45%, donc ça, c'est vraiment une statistique, je dirais, d'assurance. Mais voilà, j'ai un handicap de 45%, donc j'ai perdu l'audition, j'ai perdu la vue d'un œil. Alors l'audition, je suis pas sourde, j'ai perdu l'audition d'une oreille, puis j'ai perdu aussi toutes mes facultés olfactives, c'est-à-dire que les nerfs olfactifs ont été sectionnés, donc je n'ai plus du tout d'odorat.
Et puis, ce qui a été compliqué pour moi, c'était aussi de me reconnaître. Alors, j'ai eu la chance d'avoir des chirurgiens maxillofacial absolument extraordinaires. Mais quand on se regarde dans le visage, dans le miroir, pardon, quand on se regarde dans le miroir après, déjà, c'est humifié, c'est compliqué. À 21 ans, il y a quand même tout un aspect, on est quand même énormément valorisé pour sa fraîcheur, sa beauté. On est français, il y a quand même quelque chose d'énorme, de très puissant dans la culture française où il faut que les femmes, elles soient plutôt jolies pour être regardées, pour être valorisées. Donc tout ça, c'était très compliqué. Me réapproprier, en fait, voilà mon visage. Et puis voilà, c'était, donc ça a été tout un chemin. Je n'allais pas dire une transhumance, mais voilà, c'était un cheminement. C'était un cheminement me disant voilà, je suis là, c'est pas chouette ce qui m'est arrivé, j'ai perdu quelqu'un de cher dans l'accident, j'ai perdu donc des facultés aussi, mais où est-ce que je veux aller ? Où est-ce que je veux aller et comment ? Donc c'était ça aussi, donc c'est un peu le principe de résilience. Et là, tu as mis combien de temps finalement pour te remettre en fait de ce gros choc, de ce traumatisme ? Alors, se remettre physiquement, ça c'est très facile. En plus de ça, malgré les 11 fractures au visage, je peux pas dire que j'ai eu de douleur. Parce que le corps est tellement bien fait qu'il y a des produits chimiques qui se créent dans la tête, etc. Donc j'ai eu 7 semaines, je crois, en tout à l'hôpital, 28 heures d'opération, mais voilà, ça y est, c'est fixé, quoi. Donc ça, c'est la partie physique, la partie vraiment mécanique même. Par contre, la partie mentale, là, ça a été beaucoup, beaucoup plus long. Et là, tu as été accompagnée, comment ça s'est passé ? Alors, j'ai refusé l'accompagnement. Je me souviens très bien de ce psychiatre, parce que je ne suis pas une patiente facile. En fait, je suis la patiente impatiente, parce que il faut que tout aille vite avec moi. Ça, c'est le rythme de ma vie. C'est vraiment tout est en accéléré. Je suis vraiment une gourmande de la vie. Et donc, je me souviens, quand j'étais à l'hôpital, il y a eu un moment où je ne supportais plus, parce que c'est très inhumain, l'hôpital. C'est-à-dire que vous n'êtes pas Cécile, vous êtes un patient, vous êtes un numéro, vous êtes sur un lit, vous êtes une courbe de fièvre, vous êtes un nombre de médicaments qu'on vous donne, et on n'est pas un humain, on est quelque chose à fixer. Et je ne supportais plus de recevoir des soins, parce que je n'étais pas impliquée. Je subissais en fait le soin. Et ça, c'est quelque chose, et j'ai eu des réactions assez épidermiques et voire même vocales et assez violentes. Et donc, j'ai un psychiatre qui est rentré dans la chambre. Je me souviens très, très bien de ce moment-là. Il m'a dit, écoutez, on m'a dit que vous n'étiez pas bien, que vous aviez vécu des choses un petit peu difficiles. Et je l'ai regardé droit dans les yeux, je lui ai dit, oui, mais je ne suis pas folle, alors vous dégagez. Donc, c'était mal parti, parce que je pense que pour pouvoir être accompagné, il faut déjà être ouvert à l'idée de recevoir de l'aide. Alors, c'est venu beaucoup, beaucoup plus tard. Alors j'imagine qu'avec tous les événements que tu as traversés en pleine jeunesse, puisque effectivement à 21 ans, c'est là où on se lance, c'est le début de la vie pour beaucoup d'entre nous. Toi, tu as vécu des choses qui t'ont forcé évidemment à envisager, à regarder sans doute la vie avec une autre perception, et puis sans doute cette nécessité pour toi d'aller chercher du sens à ce que tu fais, et je crois que c'est visiblement, enfin en tout cas ce que tu appliques au quotidien, et cette volonté qui t'anime dans tout ce que tu fais, que ce soit dans ton parcours professionnel, dans ton parcours associatif ou dans ton parcours personnel. Là effectivement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Ah absolument. Enfin, je pense que c'est là où j'ai vraiment, et j'en parle d'ailleurs dans mon discours TEDx, il y a vraiment un principe de résilience que j'ai appris et que j'ai pu mettre en place, en fait. Et c'est quelque chose à n'importe quel moment de ma vie. Donc, j'ai dû l'apprendre de manière j'ai dû l'apprendre de manière assez violente. J'étais dans la contrainte de se remettre d'un accident. Mais finalement, je m'aperçois que dans tous les petits chaos qu'on peut vivre dans la vie, en fait, je peux appliquer cette solution-là. Alors, moi, mon principe de résilience, il est très simple. Quand il y a quelque chose de compliqué qui arrive, je me dis toujours, qu'est-ce que je perds et qu'est-ce qui me reste ? Je me concentre sur ce qui me reste et je fais avec.
Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, effectivement, faire avec, pour trouver le faire avec et pour trouver, je dirais, cette impulsion extrêmement puissante d'énergie, d'envie, c'est effectivement ce que tu mentionnais très justement, c'est le sens, donner du sens à sa vie. Alors le sens à sa vie, ça peut être, c'est assez dynamique dans une vie. Moi, c'est vrai que lorsque avec mon accident de voiture, mon sens c'était, j'ai plus envie de ressembler à un monstre. En fait, parce que j'avais eu cet écho-là, quelqu'un qui m'avait vu en sortant de l'hôpital, qui m'avait dit, oh mon Dieu, ne regarde pas ce montre, en cachant les yeux de son petit garçon ou de sa petite fille, je me souviens plus. Et voilà, le monstre, je dirais, dans l'imaginaire collectif, cette espèce de monstrosité qu'on veut cacher, surtout qu'on veut tuer. Et donc, pour moi, en fait, en sortant de l'accident, mon but, c'est de pouvoir me reconnecter aux autres, me retrouver dans la vie. Et c'est tout simplement... c'est avec la connexion. Alors, très étrangement, je travaille dans la communication. Je pense que c'est pas vraiment un hasard. Parce que la communication, c'est la connexion à tout prix. Donc, je pense que voilà, ce sont des restes de mes pansements de résilience et du sens que j'ai redonné après l'accident. Et puis après, effectivement, le sens, encore une fois, c'est dynamique, ça évolue avec nos âges et nos circonstances. Et tout ça, ça t'a pris combien de temps ? Alors, je pense qu'il y a des choses... donc déjà, il y a eu le déni. C'est-à-dire que assez rapidement après l'accident de voiture, je suis partie à Édimbourg, dans un pays... que tu ne connaissais pas. Que je connaissais pas. Je connaissais pas la langue aussi non plus, parce que quand j'étais dans l'avion, donc en atterrissant à Édimbourg, un truc qui m'est venu... donc j'étais dans l'avion, ça bouge beaucoup quand on atterrit à Édimbourg, parce qu'il y a beaucoup de vent. Et je me suis dit, tiens, c'est drôle, tu sais même pas comment demander a cup of tea en anglais. Et tu vas arriver là. Voilà. Donc, j'avais une adresse, j'avais un programme scolaire que j'allais suivre, mais c'est tout. Donc, je suis partie complètement... donc, c'était quelques semaines après, parce que je suis sortie de l'hôpital, ça devait être mi-août, et je suis arrivée à Édimbourg mi-septembre. Donc, c'était très, très rapide, très compliqué, je pense, aussi pour mes parents de me voir partir. Mais voilà. Tu avais besoin de cet appel d'air à ce moment-là. J'avais besoin surtout de fuir. Donc, c'était une fuite en avant. Et donc, dans la fuite, ce qui est pratique, c'est que on ne regarde pas et on ne pense pas. On est dans la contrainte du moment et de suradaptation. Et ça, je connais très bien. Moi, j'ai déménagé à l'âge de 12 ans. J'avais déjà 6 adresses. On a traversé toute la France avec papa parce qu'il était agent EDF. Et donc, ça, par contre, je sais faire. La contrainte de l'inconnu, alors ça, je suis top. Je suis super forte à ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fui. Ma fuite en avant, c'était finalement retrouver quelque chose de confortable. Alors, tu as voyagé un petit peu partout en Europe, donc tu as travaillé donc, à Paris, à Genève. Est-ce que tout ce dont on vient d'évoquer, est-ce que ça correspond aussi d'une certaine manière au moment où tu es arrivé en Suisse, ou est-ce que c'est complètement un hasard ? Comment tu es arrivé ici en Suisse ? Alors, je suis arrivée en Suisse, donc j'ai travaillé dans les bases de données financières à Édimbourg, qui était vraiment, je dirais, c'était un coup de piston monumental. Il se trouve que j'avais une très bonne amie à moi qui travaillait dans le recrutement et il cherchait quelqu'un qui pouvait parler anglais et français. Donc, c'est purement avec mes compétences linguistiques que j'ai trouvé un job, mais très peu pour mes compétences commerciales. J'avais fait un BTS Action Co. On va pas se mentir, c'était pas mon truc, quoi. Et les bases de données financières, c'était pas non plus mon truc. Encore moins. On va pas se mentir, c'est pas le produit sexy pour moi. Par contre, ça m'a permis de me prouver à moi-même ce dont j'étais capable. Je me souviens à l'âge de mes 18 ans avoir signé un contrat avec mon père, qui est ingénieur. Et je lui avais dit à 18 ans, tu sais quoi papa, jamais je travaille avec les logiciels informatiques et encore moins avec les mathématiques. Et me voilà, avant de la base de données financière et des logiciels de risque financier, voilà. Donc comme quoi, faut être très ouvert, mais je pense que j'avais des choses à me prouver à moi-même et une recherche de validation quelque part. Alors, ce thème de l'expatriation, tu l'as bien étudié, j'ai envie de dire, puisque tu y as consacré effectivement plusieurs ouvrages même. Ouais. Donc, tu t'es beaucoup documenté sur le sujet. Est-ce que le fait de s'expatrier et de se déraciner à nouveau a été un moteur pour toi pour justement, encore une fois, changer d'orientation professionnelle jusqu'à trouver finalement ta voie
là où tu es aujourd'hui, au bon endroit, à la bonne place, et là où tu t'épanouis pleinement. Alors, je vais faire juste un petit travelling arrière encore, parce qu'effectivement, à partir d'Édimbourg, où je vendais la base de données financière, ça m'a permis aussi de voyager. Donc, j'avais monté un bureau pour une société de base de données financières et juridiques aussi à Paris. Le 11 septembre est arrivé. Et là, ça a été aussi un moment de chaos dans ma vie, où en fait, j'ai tout donné pendant 9 mois pour monter cette société. Et du jour au lendemain, il n'y avait plus de financement. Et donc, j'ai dû tout arrêter. Et c'est là, en fait, où je me suis dit, mais j'ai tout donné et je n'ai pas la reconnaissance. Donc, très déçue de la vie, etc. Et donc, je suis partie en Inde pendant 1 mois. Et en revenant, je me suis dit, bon, on arrête les bêtises. On va vraiment se concentrer à trouver le truc qui est fait pour moi et ne plus être tout le temps dans la validation des autres. Et puis faire la validation comme les autres me disent, être marié, avoir un mari, avoir un boulot, machin, etc. Non, c'est vraiment faire les choses à partir de soi, à partir de son envie. Et en fait, c'était ma première quête d'authenticité. Et donc, cette quête d'authenticité, effectivement, m'a amenée aux alentours de Genève. Donc, c'est là où j'ai travaillé, encore une fois, dans la vente, mais quelque chose qui était lié à la communication, là. C'était de vendre de l'objet promotionnel. Et ça commençait à devenir vraiment intéressant parce que je travaillais avec les horlogeries, je travaillais aussi avec les sociétés pharmaceutiques, avec les organisations internationales. Et là, on découvre alors à travers une marque, différents types de communication. Donc voilà, ça a été mon début. Et puis, effectivement, je me suis retrouvée à m'expatrier parce que j'ai été une bonne petite femme, j'ai suivi mon mari. Voilà. Donc ça, c'était mon approche à l'expatriation et c'est vraiment ça qui m'a permis le déracinement m'a permis de me retrouver. Et ça, c'est extrêmement important. Par contre, il faut un tout petit peu de courage ou alors d'inconscience. À chacun d'interpréter, effectivement. Alors, tu es arrivée ici avec ton mari, donc tu as suivi ton mari ici pour venir dans le canton de Zurich. Comment ça s'est passé? Alors, d'un point de vue assez pragmatique, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait tout simplement pour monter ta structure ici dans le canton? Alors, déjà, je ne suis pas dans le canton de Zurich, je suis dans un canton un petit peu plus près des montagnes, je suis dans le canton de Schwyz. Donc, ce n'est pas le canton de Zurich. On ne va pas se mentir, il y a quand même des différences de canton à canton. Maintenant, la plupart des gens, lorsqu'ils arrivent, moi, je ne suis pas une expatriée, je suis une immigrée. C'est-à-dire que mon mari avait vraiment un contrat suisse quand il est arrivé. Et ça veut dire qu'on n'était pas non plus accompagné par une entreprise qui faisait du relocation. Ou, je ne sais pas, de la relocation. Enfin, je ne sais pas comment on dit même en français le terme, mais tout simplement l'aide à l'intégration. On n'avait pas du tout ça. Donc, très rapidement, moi, j'ai commencé à collecter toutes les informations. Je passais énormément aussi de temps, je dirais, sur les places de jeu avec les enfants. Et là, en fait, j'ai commencé à créer un réseau. Et grâce à ce réseau, tu parlais de ma structure. Donc, en fait, j'ai commencé, moi, ma toute première structure, c'était une GmbH, donc c'était une SARL, que j'ai montée avec une Suissesse, Tania Alvesalo. On n'est plus en affaires, mais on est toujours amis. Ça aussi, c'est quand même assez exceptionnel. Et en fait, on a décidé, au bout de quelques années, donc je suis arrivée en 2007, en 2009, à un moment, on s'est dit, en fait, on a plein d'informations. Donc, elle est Suissesse du canton de Fribourg. Elle est arrivée dans le canton de Schwyz. Elle s'est sentie traitée un peu comme une étrangère aussi, dans son propre pays. Donc, vraiment, les sections cantonales sont très particulières en Suisse. Et toutes les deux, on s'est dit, mais en fait, on a plein d'informations. Comment est-ce qu'on pourrait les mettre à disposition aux Français, et puis pas seulement aux Français, parce qu'en fait, on l'a écrit en anglais, ce livre, mais à tous les étrangers qui arrivent. Donc, en fait, c'était notre target audience, c'était les B-permitters, donc les permis B, les immigrés, je dirais, européens, et puis les expatriés. Voilà, c'est comme ça qu'on a commencé. J'ai eu la chance, en fait, de trouver Tania, parce qu'elle est
avocate de formation, elle a une formation juridique. Donc tout ce qui était renseignement juridique, vraiment très pratique pour monter une société, j'ai juste eu à la suivre en fait, tout simplement. Donc il y avait une belle complémentarité entre vous et puis surtout une ouverture puisque c'est pas forcément évident quand même de tisser du lien avec les Suisses. Ça aussi, je pense que c'est une vérité. Alors ça, c'est une vérité. Alors mot particulier à propos de Tania, elle a des parents qui sont maintenant suisses, mais qui ont quand même un lien très très fort avec l'Allemagne et les États-Unis. Elle a beaucoup voyagé aussi elle-même, donc je dirais qu'elle a toujours eu une grande ouverture internationale. Il y a pas mal de Suisses qui sont comme ça, mais pas tous. Alors c'est vrai que la thématique des expatriés, c'est au cœur du podcast de Franzine, puisqu'on sonde énormément d'expatriés français qui sont ici en Suisse. Toi, tu en as côtoyé aussi un certain nombre avec justement ton associé suisse. Est-ce que tu as peut-être des funny facts, des anecdotes à nous partager pour ceux et celles qui nous écoutent? Alors, en fait, c'est même plus qu'un fun fact. C'est-à-dire que moi, j'ai carrément créé une maison de publication avec donc mon amie Tania pour pouvoir mettre à disposition des informations aux expatriés. Alors à l'époque, donc c'était en 2009 et 2012, donc on n'était pas du tout digital. On s'est dit en fait, nous, il faudrait qu'on sorte dans un format qui rentre dans un sac à main ou qui soit qu'on puisse laisser en voiture. Voilà. Et en fait, on s'est aperçu avec Tania, en discutant, qu'on avait énormément d'informations sur 15 sujets différents. Et donc, on a créé la publication qui s'appelait Grüezi Newcomer. Et c'était vraiment toutes les informations qu'on a collectées qui venaient des informations donc des Suisses, voilà, donc des locaux, et puis aussi des informations qui nous étaient passées par les expatriés, les immigrés qui étaient là depuis quelques années. Et donc on a combiné ça en 2 publications qui étaient vraiment pour donner autour des thèmes le coût de la vie en Suisse. Donc je me souviens avoir envoyé mon mari faire des cours chez Lidl, à la Coop, à la Migros, et lui demander de faire un petit tableur Excel, voilà, pour une famille de 4 pour une semaine, ça donne quoi? On avait aussi 15 chapitres, aussi bien l'éducation, école privée, école publique, ce qu'on peut faire comme activité, comment trouver un appartement. Enfin voilà, c'est vraiment des choses extrêmement pratiques. Hyper utile. Extrêmement, un guide super pratique, très terre à terre, et vraiment que des recommandations positives, bien évidemment, des locaux et des internationaux. Alors, si on revient un petit peu à ton job d'aujourd'hui, donc on a parlé communication et leadership, tu t'intéresses aussi beaucoup au sujet autour donc de la communication efficace, la santé mentale, la résilience. Moi, j'aimerais savoir un petit peu comment ça s'applique dans le monde de l'entreprise et plus particulièrement ici en Suisse. Est-ce que toi, tu sens que les dirigeants sont plus réceptifs à ces sujets qu'en France, par exemple? Alors, en France, je ne sais pas. Alors, j'ai quelques clients en France, donc forcément, oui, ça les intéresse. Mais en fait, c'est tout simplement des clients qui sont situés en France, mais qui ont leurs sièges sociaux, je dirais, en Suisse. Je pense qu'il y a surtout eu, après le Covid, une vraie révélation que les gens ne peuvent pas performer s'ils ne sont pas bien. Donc ça, c'est pour tout ce qui est santé mentale. D'accord ? Donc, il y a de toute manière eu des budgets de débloqués énormes au niveau des sociétés pour faire en sorte que les gens se sentent mieux. C'est pas parce que la société, elle veut que les gens... Enfin, la société n'est pas... le monde de l'entreprise n'est pas... C'est un monde de transactions. Tu fais quelque chose pour l'entreprise, tu reçois un salaire. D'accord ? C'est une question de marché. Donc, leur point de vue, c'est si je mets à disposition des programmes, du temps pour aller mieux, je pense que mes employés vont mieux travailler. Donc, on reste quand même dans cette dynamique-là. C'est le monde de l'entreprise ne remplace pas un psychiatre ou un groupe de travail ou un groupe de support, qu'on soit bien clair là-dessus. On est toujours à terme dans l'idée d'être dans la performance. D'accord ? Après, donc ça c'est vraiment, je pense, et d'ailleurs on voit qu'il y a un changement. En tout cas cette année, j'ai ressenti moi un changement. Il y a moins de budget pour la santé mentale et il y a plus on insiste beaucoup plus sur maintenant, il faut faire rentrer les chiffres qu'on a perdus avant.
Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué. Maintenant, je reviens aussi avec la communication. Santé mentale et communication. On ne peut pas... Donc, dans le monde de l'entreprise, les gens vont faire des présentations, parfois des présentations avec des enjeux extrêmement importants. On ne peut pas, qu'on soit manager, qu'on soit dans la vente ou quoi que ce soit, se sentir en toute confiance et parler de manière efficace si on est rongé par la peur, si on n'a pas confiance en soi, si on se dit ce qu'on fait, ça ne sert à rien. Voilà. Et donc, c'est là où finalement la communication et la santé mentale se rejoignent. Elles sont intimement liées. Elles sont intimement liées parce qu'on ne peut pas... Et puis avec la résilience et l'idée de faire du sens aussi. Si on veut être authentique, il faut que tout se cadre, il faut que tout s'imbrique comme un puzzle bien découpé. Alors, un des facteurs d'intégration quand même ici, quand on vit en Suisse alémanique, à Schwyz ou à Zurich, et qui est quand même un accélérateur, c'est de pouvoir parler l'allemand au quotidien pour pouvoir faire ses courses, discuter avec les gens, ses voisins, ses collègues de travail. Et alors toi, tu es un petit peu le contre-exemple, c'est assez incroyable, puisque tu vis donc en Suisse alémanique, mais tu ne parles pas l'allemand. Et pourtant, tu travailles, enfin en tout cas, tu as pu développer comme ton réseau de clientèle, ton network. Ça, c'est assez dingue. Alors, c'est assez dingue. Alors, et en plus de ça, non seulement j'ai ma propre... Donc, j'ai monté quand même 2 sociétés. J'en ai encore 2 à mon actif de société parce que j'ai aussi une société que j'ai montée avec mon mari. Et puis, j'ai été employée quand même. J'ai été employée dans une société basée en Suisse, basée dans le canton de Saint-Gallen. D'accord ? Et je ne parlais pas la langue. Je ne parlais que français et anglais là-bas. Donc finalement, alors c'était quand même pas très facile. Alors je ne recommande quand même pas à tout le monde de ne pas apprendre l'allemand. Simplement, moi, il y a un moment dans ma vie où, grâce aux livres, grâce aux publications, j'ai été en fait demandée à faire une conférence et en parlant de l'histoire justement sur mon intégration, tout simplement en publiant toutes les informations. Et c'était un événement qui était en anglais. Donc je fais un discours en anglais. Il se trouve que mon discours était un peu mauvais, mais ça m'a ouvert, si tu veux, les possibles en me disant c'est marrant, j'aime bien être sur scène. J'aime bien parler, que les gens m'écoutent. Et donc c'est là où j'ai commencé en fait la prise de parole en public. Et je l'ai apprise, c'était un hobby, c'est devenu une passion et j'en ai fait mon métier. Et j'étais persuadée que de toute manière c'était ça qu'il fallait que je fasse. Parce qu'il n'y avait pas autre chose. Donc, je me suis trouvée à un moment où, environ vers mes 40 ans, j'ai 2 enfants en bas âge, je suis expatriée, immigrée, j'ai mon mari qui bosse, qui est pas là de la journée, on n'a pas forcément les moyens pour avoir une nounou à la maison, etc. Et donc, je me suis dit, mais attends, moi, ce que je veux, c'est faire de mon métier la prise de parole en public, en tout cas au début. Et donc, il a fallu que je fasse un choix. Parce que figure-toi, je sais que c'est difficile à se rendre compte. Je ne suis pas Wonder Woman. Je n'ai que 24 heures à mes journées. Et donc, mon choix était apprendre un nouveau métier. Et donc, j'ai laissé tomber l'allemand. Voilà. Donc, c'est un choix, je dirais, imposé parce que je n'avais pas assez de temps dans une journée. Et alors, quand je dis je ne parle pas allemand, je bidouille. Hein, on est bien d'accord. J'arrive à aller chez le médecin et puis, avec Google, voilà, j'arrive à avoir un petit peu des discussions avec les maîtresses d'école. Mais il faut savoir que je sais que ça m'a aussi protégée, le fait de ne pas parler l'allemand, parce que toutes les critiques qu'on peut entendre, parce que, effectivement, je travaille à 100%, parce que j'ai une société, parce que je ne suis pas vraiment toujours dans les codes suisses. Moi, je sais que j'ai des amis qui ont eu vraiment un feedback assez violent sur les choix de vie qu'elles ont faits. Et en fait, moi, ça a été extrêmement une grande liberté parce que je n'entendais pas. Et tu ne comprenais pas. Et je ne comprenais pas ce qu'on disait sur moi ou ce qu'on me disait directement. Donc, à chaque fois, moi, je répondais avec un grand sourire en disant tip top. Voilà. Et donc, ça a été, en fait, ça a été une grande liberté. Ouais, et puis très naturel, finalement. Ah oui, voilà. Et alors, juste peut-être, si on revient à ton quotidien en Suisse, donc tu es quand même française, tu restes française dans l'âme. Quelles sont les petites choses du quotidien en France qui te manquent le plus ici dans ta vie de tous les jours ? Alors, moi, il y a un truc quand même qui manque, c'est les marchés. Les marchés, on va faire les courses. On s'assoit à une table de café.
on regarde les gens, on regarde les gens passer. On commence à avoir des débats politiques avec son voisin. Il y a le côté spontané de la connexion facile qui manque un peu. Mais il y a aussi plein de choses qui me manquent pas. C'est-à-dire que là, je vais devoir aller à Paris le week-end prochain. Je sais que, il y a un petit côté peut-être, je sais pas, peut-être que je vais rencontrer des grèves, peut-être que je vais rencontrer des gens qui vont râler. Et ça, c'est bon, c'est peut-être moins agréable. Mais voilà, je dirais que le côté français, c'est le côté convivial d'un village ou d'une petite ville. Voilà, où on peut rencontrer des gens qu'on connaît. Mais en fait, moi, je m'aperçois en vous racontant ça que, dans mon village, alors il n'y a pas de marché, mais par contre, je rencontre très souvent des gens parce que j'ai recréé, moi, ma communauté et que finalement, je suis intégrée. Je me suis recréé mon village. Donc, il y a le village de là où j'habite et puis il y a mon village virtuel avec des gens que je rencontre, que je connais, qui parlent ma langue ou qui parlent l'anglais. Et voilà, quoi, je suis à la maison, en fait. C'est Jenny, j'aurais une petite question bonus pour toi, Cécile. Ouais. Est-ce que tu penses que parfois on ne te perçoit pas comme tu es au fond de ton être, justement, les failles dont tu as parlé, un petit peu toute l'énergie que tu développes, déploies autour de toi, tu embarques les gens avec toi dans cette énergie positive. Est-ce que tu as l'impression que parfois ça peut te jouer des tours, qu'on ne te perçoit pas aussi, qu'on voit moins tes limites ou... Oh ben les gens, ils ont le droit de penser ce qu'ils pensent. Hein, mais il y a une phrase que je dis très très souvent dans mes salles de formation. Et c'est ce que pensent les gens de vous, c'est pas votre affaire. Donc si mes failles peuvent servir aux autres, on rencontrera ces failles-là à un moment. Mais si ce que j'apporte aujourd'hui avec mon énergie, avec mes connaissances que j'ai développées à propos du leadership, de la santé mentale, de la résilience et de la prise de parole en public, si c'est tout ce dont ils ont besoin, ils n'ont pas besoin de savoir. Moi je suis quand même dans une industrie de service aussi, hein, en tant que coach et en tant que formatrice et puis conférencière aussi. Donc moi je suis là pour apporter une valeur ajoutée, ni plus ni moins. Après, si les gens sont intéressés à savoir, ils ont juste à poser des questions. Mais voilà, moi après, c'est ce que pensent les gens, ils ont raison de penser ce qu'ils pensent. Voilà. Mais ça ne va pas m'empêcher d'avancer, ça ne va surtout pas m'empêcher d'être authentique et puis de faire ce que je pense juste, bon et juste. C'est aussi simple que ça. C'est mes deux valeurs, bon et juste. C'est pas compliqué. Se finir sur ces valeurs. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup Cécile, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps, ton partage, ta sincérité, hein, vraiment de nous avoir parlé avec ton cœur, avec ton énergie, avec toute la puissance je sais pas faire que tu mets en œuvre. Mais écoute, c'est vraiment génial et je pense que ton témoignage va être très utile pour les nombreuses personnes qui nous écoutent sur Franzine. Et puis je te dis à très vite. À très vite Claire, merci. Merci. Merci pour votre écoute et surtout n'hésitez pas à poursuivre les échanges à travers les différentes plateformes. On vous invite également à repartager largement tout ce que l'on fait avec Franzine, à vous abonner, liker, laisser des étoiles pour ne rien manquer des prochains épisodes. De nos rencontres à vos oreilles, Franzine, votre média suisse. Alles Gute! Tout de bon!